Bonjour à tous, et pour cette rentrée de 2018, je voulais commencer par un top 7 sur les conseils nécessaires pour réussir en chimie organique. C'est pas un titre très aguicheur à la base, mais si vous êtes étudiant et que vous rencontrez la chimie organique, vous allez vous en rendre compte, c'est une discipline qui est très particulière et qui a en elle beaucoup de choses de complexes, et beaucoup d'étudiants échouent. On voit d'ailleurs un gap assez énorme en chimie organique. La plupart des étudiants qui essaient d'appréhender cette discipline comme une matière traditionnelle, comme on a l'habitude de voir, vont choper des 6 sur 20 à peu près, c'est l'ordre de grandeur. Et ceux qui semblent posséder le secret de réussite à la chimie organique tapent tout de suite dans le 19, le 20, car c'est accessible en chimie organique. C'est assez énorme de voir ce genre de gap se dessiner. Très peu de personnes tournent autour de 12 en chimie organique. C'est soit on a compris cette science, soit il nous manque beaucoup de choses. Alors c'est pour ça que j'ai découpé cette vidéo en 7 petites parties qui vont correspondre à chacun des conseils. On va faire ça comme un top, malheureusement, mais c'est classé hiérarchiquement du moins important au plus important, et chaque conseil va permettre, si vous les suivez tous, de vous donner les clés pour être l'un des meilleurs en chimie organique. Quand je dis des meilleurs, je veux dire par là que vous aurez toutes les clés de compréhension, vous aurez tout dans vos mains pour avancer en solo, en chimie organique. Vous n'aurez pas toutes les connaissances, hein. C'est pas 7 conseils qui va vous donner des connaissances, mais ça va vous donner la manière d'aborder le sujet. Il faut savoir dessiner. Alors ça c'est le premier conseil que je vais vous donner. C'est super important de savoir dessiner les molécules et de se servir de son cahier. Le cahier a des carreaux. Les carreaux permettent de faire correctement les dessins de molécules. Alors pourquoi utiliser les carreaux de son cahier pour faire des hexagones? Pour les pentagones c'est un petit peu plus compliqué. Eh bien c'est très simple, quand vous avez des mécanismes intramoléculaires au sein d'une seule molécule, vous allez devoir faire des repliements, vous allez devoir voir la géométrie de votre molécule, la longueur de liaison carbone-carbone doit vous apparaître comme une évidence. Et si vous ne savez pas dessiner correctement vos molécules, elles vont ressembler à rien, vous pouvez avoir la géométrie qui pourrait s'apparenter à ce qu'est votre molécule en réalité. Et donc vous ne pouvez pas comprendre intégralement la réactivité qu'elle aura. Le plus chiant, c'est notamment dans les réactions de cyclisation, il va falloir organiser les chaînes carbonées pour vous vérifier si il y a bel ou bien 5 carbones ou 6 carbones dans les cas les plus favorables. Dans un second temps, je vous parlerai plutôt de communication. Alors ça, c'est peut-être l'un des points clés. En chimie organique, on a ce qu'on appelle la nomenclature. Généralement, les profs de chimie organique commencent avec ça pour vous donner les clés de communication. C'est important que vous compreniez quand un professeur dit éthyle ou méthyle, que vous sachiez de quelle partie de la molécule il va parler, de quel fragment. On voit souvent, même au niveau master, on voit souvent des étudiants mimer dans les airs comme ça les molécules et définir, voilà, alors on a un cycle aromatique ici, puis en fait si tu regardes un peu en bas comme ça, mais pas totalement droit, on a un truc, alors, et puis ça revient vers l'avant, puis tu vois, quand on a des centres stéréogènes à tout va, c'est super compliqué de vouloir parler de quoi que ce soit. Donc il faut absolument connaître cette nomenclature et ces stéréodescripteurs. Par exemple, imaginez parler de la morphine, c'est impossible à faire. Il faut forcément connaître un peu les fragments qu'il y a dedans. On sait par exemple que dans la morphine, il y a un fragment piperidine. Et ça, c'est important de pouvoir le dénoter pour communiquer. Alors, notamment faire la différence entre un groupement et une fonction. Hein, on a une fonction alcool, qui est une molécule carbonée avec directement un carbone aliphatique, par exemple, qui est relié à un OH. Mais si ce carbone n'est pas un carbone aliphatique, si par exemple c'est un cycle aromatique, ce sera plus un alcool, ce sera un phénol. Pourtant, le phénol et l'alcool ont ceci de commun, qui porte un groupement hydroxyle. Il va falloir faire la différence entre hydroxyle, qui représente juste OH, un environnement OH, et à côté de ça, un alcool qui a bien une caractéristique spéciale, un phénol qui en a une autre, un acide carboxylique, etc. Le troisième point, il est bien particulier, puisque la plupart du temps, on va s'atteler à dessiner, justement. On va faire des dessins, des mécanismes, la réactivité va être dessinée, les molécules vont être représentées, et on pense souvent que c'est la réalité des choses. Malheureusement, tout n'est pas devinable. Alors, on fait déjà énormément avec de simples dessins, j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler sur la chaîne, mais ce qu'il faut vraiment voir, c'est que on ne va pas pouvoir deviner, juste parce que les flèches sont bonnes. Déjà, si vous faites des flèches qui veulent dire quelque chose, c'est énorme, mais c'est pas parce que vous faites des flèches qui veulent dire quelque chose que ça existe. Donc c'est super compliqué de vouloir deviner ce qui se passe. Donc il faut faire preuve de pragmatisme. Alors le pragmatisme, en ça particulier, qu'il faut avoir des ressources. Se dire, bah, tiens, comment je peux vérifier ce que je raconte? Et il faut savoir que les ressources, c'est pas forcément des données. C'est des données qui sont
eh bien n'essayez pas d'inventer forcément des réactions. Par exemple, quand on va vous demander d'oxyder quelque chose, trouvez des réactifs qui existent vraiment, qui ont été utilisés sur des molécules, des substrats analogues. Donc, par exemple, vous aurez Scifinder, qui est un site qui propose de cataloguer toutes les réactions de chimie organique qui ont été faites, par exemple du JAX ou d'autres revues scientifiques en chimie organique, et elle va répertorier les modes opératoires des différentes publications et vous donner ainsi les rendements, les conditions expérimentales, comment ça a été fait, quel solvant, combien de temps, quelle concentration, etc. Et donc grâce à ça, vous pouvez vous appuyer directement sur ces ressources-là pour obtenir des réponses qui sont plutôt bonnes. N'allez pas chercher à oxyder de manière assez folklorique certains composés sans savoir quel type de réactif utiliser ou en inventant certaines choses. Donc il y a pas mal de choses qui sont déjà faites dans la littérature. Bien sûr, tout n'est pas découvert, on découvre encore de nouveaux types de réactions, de nouvelles choses ingénieuses, mais la plupart du temps on peut se référer. Par exemple, ce serait très intéressant que vous trouviez la première fois qu'on a réussi à bromer du toluène. Pour obtenir le brométoluène, quelle était l'orientation de cette réaction? Ou alors la nitration du toluène, la première historique qui a été faite, ou quelque chose comme ça. Et vous trouverez ainsi l'orientation préférée, vous retrouverez ensuite les règles de Lehmann ou ce genre de choses. Si ça vous est inconnu, vous en faites pas, vous pourrez vous renseigner dessus lors de vos cours de chimie organique. Vous traiterez forcément des règles de Lehmann, ce genre de choses. Le quatrième point est un peu plus général. En chimie, on a tendance à utiliser énormément de vocabulaire. Donc du coup, il est important pour communiquer, utiliser le vocabulaire juste, d'où la nomenclature. Mais on a plein de mots différents qui ne sont même pas dans le dictionnaire. Je pense notamment à énantiosélectif ou diastéréosélectif, qui ne sont pas des mots dans le dictionnaire français. Qui sont utilisés pourtant par les chimistes, hein. Vraiment on les utilise. L'idée c'est de savoir faire la différence entre tous ces mots et quand les appliquer. Quelle est la différence entre une tautomérie et une prototropie par exemple? Ça c'est une bonne question. Pourquoi on dit par exemple l'échelle de Pauling et pas juste l'échelle d'électronégativité? Eh bien parce qu'il y a plusieurs échelles d'électronégativité. Il y a Pauling, Millikan, Holred-Rochow. Il y en a plusieurs et elles n'ont pas toutes été évaluées de la même manière. La théorie qui est derrière non plus n'est pas la même. Il y en a qui sont plus expérimentales, d'autres plus théoriques. Il faut connaître aussi certaines dualités comme la dureté et la mollesse. Qu'est-ce que ça veut dire, d'où ça vient et comment l'interpréter. Et savoir par exemple la différence entre un acide et un électrophile. Notamment dans le cas des acides de Lewis. Là il va falloir faire plus attention pour commencer à comprendre la différence entre les deux. Le cinquième point, ça va être l'aspect de conception. Pour aimer la chimie organique telle qu'elle est, il faut bien comprendre que c'est un exercice de création. On va devoir concevoir les choses. Un peu comme un ébéniste prendra des planches et en fera un meuble, il faut savoir, avec des petites molécules, en faire des édifices beaucoup plus complexes, beaucoup plus difficiles à analyser, beaucoup plus intéressants aussi. Il y a beaucoup plus d'intérêt à avoir des grosses molécules que des petites. La plupart des petites molécules sont gazeuses d'ailleurs. Donc il va falloir quand même avoir cet amour pour la conception, se dire je peux fabriquer un médicament, je peux sauver quelque chose qui a sauvé des vies grâce à de petites molécules. C'est intéressant d'avoir ce pouvoir, mais en réalité on se sert des règles de la nature pour obtenir les molécules, hein. On ne fait pas ce qu'on veut, justement c'est pour ça qu'on étudie les règles de la nature. La réactivité c'est que ça, ce n'est que les règles de la nature que l'on applique. Sixième point, celui-là va peut-être embêter le plus de monde. C'est celui qui va vous faire le plus peur en tout cas. C'est un aspect théorique. Il faut avoir de la théorie quand on fait de la chimie organique, et la théorie c'est la chimie quantique tout simplement. Il va falloir connaître les orbitales. Les orbitales sont la représentation la plus correcte que nous ayons des électrons. Et vu que les électrons font des liaisons et qu'on s'occupe des liaisons en chimie organique puisqu'on crée des liaisons, il est impensable de ne pas comprendre ce que c'est une orbitale pour ensuite faire des réactions chimiques. C'est la base, c'est comme ça que ça marche. D'abord les orbitales atomiques, puis les orbitales moléculaires. C'est ainsi que vous pourrez comprendre comment les choses s'articulent et pourquoi ça réagit. Alors, au travers des orbitales, il y a aussi des problèmes de symétrie qu'il va forcément falloir aborder. Donc il va falloir connaître un tout petit peu des notions de théorie des groupes par exemple, mais c'est vraiment assez minime. Il va falloir comprendre ce que c'est qu'une LUMO qui est basse et une HOMO qui est haute. Et si vous ne connaissez pas ces termes, encore une fois c'est pareil, vous n'êtes pas obligé de les connaître maintenant, mais il va falloir connaître leur définition plus tard. Et le dernier point, alors là attention parce que c'est presque le seul point qu'il faudrait retenir. C'est-à-dire que les 7 points, si vous les respectez, vous allez pouvoir avoir un bagage vraiment énorme en chimie organique, vous allez pouvoir assimiler tout ce qui va être fait. Mais ce 7e point, à lui tout seul, peut déjà contrebalancer plus de 60% de votre note. D'accord? Donc c'est ce dernier point-là qui est le plus important dans toute la vidéo que je viens de faire. Si vous n'en respectez qu'un seul, respectez celui-ci. Pas peine de se dessiner un hexagone si vous ne respectez pas ce point-là. Ce point-là est crucial. Il faut savoir faire une différence, s'il vous plaît, entre apprendre et comprendre. La chimie organique ne s'apprend pas par cœur. Ne faites jamais ça. N'apprenez jamais
par cœur des mécanismes réactionnels. Ça serait une grossière erreur. Alors bien sûr, il y a des choses qui s'apprennent par cœur. Je vais vous les citer, elles sont simples, il y a 4 choses qui s'apprennent par cœur en chimie organique: la nomenclature, l'induction, la mésomérie et la tautomérie. Ces 4 choses-là, une fois que vous les avez apprises par cœur, vous passez à l'étape de compréhension de la chimie organique. Ça, c'est votre bagage. Vous ne pouvez pas faire l'impasse dessus, il faut absolument avoir ce bagage-là pour ensuite aller plus loin. C'est que du cumulatif. Une fois que vous avez ça, vous êtes parti avec, je sais pas, vous avez votre combinaison de ski, ça y est, vous allez pouvoir dévaler la pente. Maintenant, cette pente, il ne faut pas qu'elle soit fatale, il faut que ce soit une pente que vous dévaliez tout chousse, mais correctement. Vous allez le comprendre vous-même. Si j'essaie d'apprendre par cœur un mécanisme réactionnel, il y a trop de dessins à apprendre par cœur. C'est impossible de faire ça. Impossible. On va tout mélanger, ça va être barbare. Le moindre carbone qui change de place, un petit échange, un petit rallongement de chaîne, et votre mécanisme n'existe plus, il n'est plus valide. C'est impossible de refaire la même chose. Chaque molécule est vraiment différente en termes de réactivité, c'est très important de ne pas faire cette erreur. Et vous aurez du coup les 6 sur 20 dont je parlais tout à l'heure, c'est vraiment au moment où les gens commencent à faire de la réactivité qu'on voit apparaître le 6 sur 20 d'un côté de la promo, et de l'autre côté on voit les gens qui ont plus que 18. Par contre, si je n'essaie pas d'apprendre par cœur, qu'est-ce que je dois faire? Je dois essayer de comprendre. Alors comment comprendre? Comme j'ai dit avec la nomenclature, l'induction, la mésomérie et la tautomérie, vous ferez énormément de choses, et à ce moment-là vous généralisez le concept. Vous n'êtes plus en train d'apprendre le mécanisme, vous êtes en train d'apprendre comment justifier chacune des flèches que vous faites. De manière pédagogique, ça prendra moins de place dans votre tête d'apprendre comment ça marche, plutôt que d'apprendre chacun des dessins indifféremment, et en plus sans explication réelle. Vous allez vous faire des raccourcis dans votre tête pour essayer de vous dire « Ah oui, ça ressemble toujours un peu à ça ». Grossière erreur, généralement grossière erreur. En plus, quand on comprend quelque chose, on le comprend pour plus de temps, parce que ça prend moins de place. Alors le cerveau va moins souvent encrypter dessus. On va laisser les choses tranquilles, on va avoir notre compréhension dans un coin, elle prend peu de place, elle va rester comme ça très facilement. Alors qu'un apprentissage par cœur, dès que vous avez fini votre interrogation, vous avez tout oublié. Ce qui n'est pas du tout utile puisque c'est cumulatif. Et vous allez avoir l'effet boule de neige, vous allez accumuler le retard et vous prendre un sapin dans la gueule au bout d'un moment. Je sais pas ce que j'ai avec cette analogie sur le ski, mais ça me bloque, je crois. Et vous serez assuré d'avoir de bonnes notes au partiel. Donc, en suivant cette règle, vraiment, cette dernière règle-là, au moins celle-là, faites au moins ça, vous allez avoir beaucoup plus de problèmes en cours, parce que ça va demander plus d'attention, mais ça va vous amener une grande satisfaction de réussir une discipline où pratiquement tout le monde échoue. Par du temps, les gens qui ont 6 sur 20 font 3/4 de la promotion, si je me réfère moi à ce que j'ai vu. Donc ce qu'il faut faire, alors vraiment étape par étape, c'est le mécanisme réactionnel, on s'en fiche. Vraiment, le mécanisme réactionnel, tout le monde va le copier. Au pire des cas, c'est pas grave, vous trouverez ça chez le copain. Si vous êtes en passage, ça va être un petit peu plus difficile, mais n'hésitez vraiment pas à aller chercher sur internet un mécanisme réactionnel, c'est pas très grave. L'important, c'est la justification. Apprenez comment le prof fabrique ces mécanismes réactionnels. Pourquoi il a le droit de rabattre une liaison sur un atome et pas dans l'autre sens. Pourquoi il peut le faire. Et généralement, ils le disent, les profs. Ils donnent ce genre d'explication à l'oral. Prenez en note ce que dit le prof à l'oral. Oui, alors là, je fais partir le brome parce que le brome est un bon nucléofuge sous forme de bromure. Boum, cette phrase-là, il faut absolument la noter. C'est absolument ça qui est important. Bromure égale bon nucléofuge. Donc dès que vous avez un brome, vous savez que vous pouvez l'utiliser comme bon partant. C'est l'une des clés qu'il faut avoir en mécanisme. Il y en a plein des choses comme ça. Vous allez les voir à force de les réécrire et refaire, vous allez commencer à le comprendre de mieux en mieux. Mais essayez d'avoir ces justifications-là à chaque fois pour expliquer chaque flèche. Le mécanisme réactionnel n'est vraiment pas le plus important dans un cours, ce sont les explications qui sont données.